Donc dans ces deux dernières vidéos, on va aborder les différents traitements du cancer de la prostate ou les différentes options de prise en charge du cancer de la prostate localisé. Il y a beaucoup de choses qui vous sont demandées. Vous voyez qu'il y a énormément de différentes solutions et il me semblait important de pouvoir vous les détailler, raison pour laquelle je les ai séparées en deux parties. Alors, dans cette première partie, on va aborder la surveillance active, l'abstention-surveillance, la prise en charge chirurgicale et la curithérapie. Ça, c'est important puisque, en fait, chaque fois qu'on va voir un patient qui a un cancer de la prostate, on va aborder la totalité de ces différentes options en expliquant la balance bénéfice-risque, les options dites standards que je vous ai listées ici, et puis les options expérimentales sur lesquelles je reviendrai dans la deuxième présentation. Donc, si on peut se permettre aujourd'hui d'envisager de surveiller ou de ne pas traiter les cancers de la prostate, ça nécessite juste une petite incise sur l'évolution très lente du cancer de la prostate. Je vous ai montré ici une publication qui montrait l'évolution à 20 ans des cancers de la prostate. En gris foncé, vous voyez les patients qui meurent du cancer de la prostate et en gris clair, vous voyez les patients qui meurent d'autres causes. Et on a fait cette expérience de ne pas traiter les gens du cancer de la prostate. Et ce qu'on sait, c'est que, eh bien, quand on a des grades ISUP faibles, on a finalement une majorité de patients, même relativement jeunes lors du diagnostic, qui vont mourir d'autres causes que du cancer de la prostate. À l'inverse, quand on a des tumeurs très agressives, grade ISUP 5, eh bien, on a une écrasante majorité des patients qui va mourir du cancer de la prostate. Et d'ailleurs, d'autres études ont montré que c'était le cas, y compris chez des gens beaucoup plus âgés que ces patients de 55 à 59 ans que je vous ai montré là. Alors, pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que en fait, il faut savoir que l'espérance de vie à la naissance d'un homme, c'est 79 ans, mais quand vous voyez les patients en face de vous, je vous rappelle, le diagnostic du cancer de la prostate, c'est environ 68 ans. À 65 ans, l'espérance de vie estimée en 2016, c'était 19,3 ans, donc presque encore une vie qui va se terminer en moyenne à 84 ans. Mais attention, évidemment, quand je dis un patient qui vient vous voir à 65 ans, au même âge, vous pouvez avoir des patients qui sont encore en capacité de bouger beaucoup, de faire de la danse de salon, et puis des patients qui ont une telle comorbidité que, en réalité, vous sentez bien qu'il n'y a pas une très grande logique à leur faire des démarches de diagnostic précoce chez ces patients-là. Et donc, ça se traduit dans les recommandations et dans ce que vous devez retenir pour le livre du collège, que on essaye d'éviter de faire un diagnostic précoce du cancer de la prostate chez les patients qui ont une probabilité de survie inférieure à 10 ans. Ce n'est pas très facile à diagnostiquer, mais en tout cas, c'est un élément important. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'on sait que le cancer de la prostate peut évoluer sur de très nombreuses années, et ça, c'est un schéma qui est relativement ancien et pour lequel on avait, vous voyez, une durée d'évolution au stade métastatique qui était relativement courte. Elle a un petit peu augmenté, donc on a encore plus de temps. Donc en gros, effectivement, on a cette durée d'évolution très importante euh, du cancer de la prostate qui fait que, effectivement, la morbidité compétitive, les autres causes de mortalité peuvent éventuellement l'emporter chez un certain nombre de patients et que c'est finalement des patients qu'on aura embêtés avec un traitement du cancer de la prostate sans leur avoir apporté de bénéfices. Donc voilà les éléments. Alors il ne faut évidemment pas rater la fenêtre de curabilité du cancer de la prostate. Et ensuite, on se contente de faire des traitements qui vont ralentir l'évolution du cancer de la prostate. Revenons à cette notion de prise en charge standard. L'abstention-surveillance, bah, c'est ce que je vous indiquais. On va volontairement différer le traitement de la maladie le plus tard possible parce qu'on considère que le patient n'en aura pas de bénéfice. On va peut-être pas proposer de traitement, alors ça dépend du type de traitement, soit radiothérapie, soit même des traitements visant à simplement ralentir l'évolution de la maladie comme l'hormonothérapie, parce qu'il y a trop de comorbidités associées. Je vais caricaturer un patient qui aurait un cancer, quel qu'il soit, à un stade terminal. Il est évidemment totalement aberrant de lui faire une démarche de diagnostic précoce d'un cancer de la prostate. Il a suffisamment de problèmes comme ça. On sait que
Si on n'a pas fait le diagnostic avant d'un cancer de la prostate, ce n'est pas ce cancer de la prostate qu'il faut traiter prioritairement. Alors, ça suppose quand même une bonne évaluation des patients, une évaluation globale pour s'assurer que les morbidités compétitives ont vraiment plus de risques de l'emporter. Donc c'est sûr que quand on a des situations caricaturales, comme je vous l'ai indiqué, c'est assez simple. On a beaucoup de situations plus complexes où parfois il y a une vraie réflexion avant de partir sur une abstention-surveillance, avec évidemment l'accord du patient et puis une information claire de son entourage. La surveillance active, on est sur quelque chose qui est complètement différent. La réflexion dans ce cas-là, c'est qu'on a fait le diagnostic d'une tumeur à faible risque. Et on peut faire ce diagnostic de tumeur à faible risque même chez des patients relativement jeunes. Un patient de 50 ans chez lequel on diagnostique une tumeur Grady-Zup 1, on peut tout à fait légitimement lui proposer une surveillance simple. Dans cette démarche-là, on va avoir besoin de faire une surveillance jusqu'au moment où on va pouvoir proposer un traitement si jamais ce traitement est nécessaire. C'est vraiment le principe de la fable de La Fontaine. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Peut-être qu'on fera un traitement, mais beaucoup plus tard. Il est bien évident que si on a fait le diagnostic pour caricaturer à 50 ans et qu'on traite finalement le patient à 70 ans, eh ben, il aura gagné 20 ans sans traitement si on ne lui fait pas prendre de risques. C'est un vrai bénéfice pour lui. C'est une démarche qui est très bien acceptée par les patients à partir du moment où on leur explique bien cette balance bénéfice-risque. Alors bien sûr, le risque qu'on prend, c'est le risque évolutif, mais aujourd'hui, avec l'IRM, avec les biopsies, on a quand même, si on met en place un programme de surveillance adapté et rigoureux, d'excellentes chances de ne pas passer à côté d'une évolution du cancer de la prostate. Alors, les modalités types, je vous les ai mises ici. Elles reposent sur ce que j'ai retrouvé dans le livre du collège et dans nos dernières recommandations. Biopsie de contrôle dans les 6 à 18 mois de la biopsie initiale, PSA de contrôle tous les 6 mois. Je pense qu'à partir du moment où, dans le livre, enfin dans les demandes, on vous demande de connaître globalement la prise en charge, vous pouvez vous contenter de savoir qu'il va falloir faire régulièrement des biopsies, contrôler régulièrement l'IRM, contrôler le PSA tous les 6 à 12 mois, contrôler le patient cliniquement également, l'examen clinique est également important, et savoir que 50% des patients n'auront pas besoin de traitement actif dans l'évolution de la maladie. C'est en tout cas les données qu'on a dans les essais randomisés qui ont démontré l'intérêt de cette prise en charge sur le long terme. Voilà l'algorithme de recommandation, de nos dernières recommandations, qui n'a pas changé depuis ces 6 dernières années et qui n'a pas fondamentalement de raison de changer dans les années qui viennent. Lorsqu'on décide maintenant de traiter le cancer de la prostate, plutôt donc à partir du moment où on est sur des risques intermédiaires ou des risques élevés, eh bien on va être sur la chirurgie par exemple. Donc la chirurgie, le principe c'est qu'on enlève la prostate, les vésicules séminales, donc vous voyez la pièce de prostatectomie, là vous voyez une séquence de chirurgie robot-assistée où vous voyez comment on peut être amené à faire cette chirurgie. Et le principe c'est qu'ensuite on va anastomoser la vessie avec le canal de l'urètre, puisqu'on a enlevé la prostate et les vésicules séminales. Le traitement se fait donc principalement, l'indication est posée pour des risques intermédiaires et des hauts risques. En cas de tumeur de risque intermédiaire défavorable, donc vous avez vu qu'il y avait cette petite subclassification du D'Amico de risque intermédiaire. Quand on est sur du risque intermédiaire défavorable ou du haut risque, donc sur de l'ISUP 3, à partir de l'ISUP 3, on fait un curage ganglionnaire iliobturateur étendu. Donc ça, c'est un élément technique. Je vous ai expliqué dans le chapitre sur le bilan d'extension ce que ça voulait dire. Et c'est effectivement un geste supplémentaire à la prostatectomie radicale qu'on fait dans le même temps. Très rapidement, hein, ces patients qui restent hospitalisés entre plutôt 1 à 2 jours, mais jusqu'à 7 jours si on fait la chirurgie par voie non robot-assistée, ce qui arrive encore. La durée de drainage par sonde, elle est entre 5 et 10 jours. On arrête les patients à 1 à 2 mois. Et puis, on va prévenir le risque de phlébite. Tout ça, c'est hors R2C, mais c'est juste pour information. En revanche, là, on est clairement dans les notions que vous devez connaître, la balance bénéfice-risque. Le bénéfice, c'est le recul. Là, ce sont uniquement des éléments que j'ai retirés du livre du collège de façon à ce que ça soit bien les éléments qu'il faut que vous reteniez.
contrôle possible quel que soit le grade ISUP de la tumeur, association possible à la radiothérapie, à l'hormonothérapie pour les tumeurs les plus agressives. On peut faire une chirurgie avec préservation des nerfs érecteurs, mais vous voyez dans les risques, le risque de dysfonction érectile est quand même très élevé, environ 70%. Quand on préserve, peut-être un peu moins. En tout cas, c'est le chiffre qui est cité dans le livre du collège, donc on va le retenir pour vous. Le risque d'incontinence urinaire, il est cité de 5 à 10%. Évidemment, une conséquence qui est l'infertilité. Hein, c'est important pour des patients qui auraient encore un projet parental, même si à l'âge de ces patients, c'est assez rare, mais en tout cas, c'est une information qu'il faut donner aux patients. Puis on a d'autres complications plus rares qui sont citées dans le livre du collège, donc que je vous cite, lymphocèle, fistule urinaire, sténose de l'anastomose. Le risque opératoire vital, il est bien sûr possible également. Dernier traitement que je vous cite sur cette première fournée de traitement, la curithérapie. Alors, c'est le traitement, le principe de la curithérapie, c'est qu'on va mettre on a une sonde par voie endorectale et on va ensuite mettre des petits grains radioactifs par voie périnéale. C'est un traitement qui est réservé au risque intermédiaire d'amicaux avec de l'ISUP2 exclusivement. Voilà. Euh, on ne peut pas faire de l'ISUP3, enfin le traitement par curithérapie pour les ISUP3. Il y a une seule séance, donc ça c'est un gros avantage pour la radiothérapie qui est souvent en plus de séances. Les gens sont hospitalisés en général plutôt en ambulatoire maintenant. Des éléments qu'il ne faut pas que vous reteniez, c'est que en gros c'est un mois d'arrêt de travail, mais il peut y avoir en post-opératoire des conséquences sur l'irritation, mais qui est transitoire en général. C'est pour ça que c'est important de bien évaluer en préopératoire les troubles urinaires. On contre-indique ce traitement chez les patients qui ont une très forte symptomatologie urologique parce que avec la curithérapie, il y a vraiment des risques de complications et c'est très compliqué d'opérer les gens une fois qu'ils ont eu une curithérapie, donc il faut plutôt l'éviter chez les gens qui sont très symptomatiques. On va donner des traitements anti-inflammatoires antalgiques. Donc, je resynthétise les bénéfices-risques tels qu'ils sont indiqués dans le livre du collège. C'est la solution la moins morbide parmi les traitements standards, environ seulement 30% de troubles de l'érection, un risque opératoire faible, la possibilité en une seule séance, même chez des patients fragiles. Ça a un vrai intérêt, c'est une vraie option thérapeutique qu'il faut expliquer à nos patients. Par contre, c'est vraiment une niche d'indication. Il y a beaucoup de contre-indications que vous n'avez pas à connaître. Mais en tout cas, dès qu'on a des tumeurs très agressives, dès qu'on a des prostates plutôt un peu grosses, plus de 60 millilitres, dès qu'on a des troubles urinaires marqués, on ne peut pas le faire. Dès qu'on a des pathologies inflammatoires rectales, il vaut mieux l'éviter. Les complications radiques de long terme, elles sont identiques à la radiothérapie classique, même si elles sont probablement un petit peu plus rares que la radiothérapie classique. Donc les trois messages à retenir, c'est que la surveillance active, c'est une option de prise en charge qui garde des chances euh, pour le patient de bénéficier d'un traitement curatif. Donc c'est une vraie option. C'est probablement l'option qui devrait être le plus proposée aux patients parce qu'en fréquence, ces tumeurs faiblement agressives sont beaucoup plus importantes que les autres. L'abstention surveillance, elle peut être proposée en cas de patients avec des morbidités compétitives significatives. Et la chirurgie et la curithérapie, c'est des options standards de prise en charge du cancer de la prostate. Je vous remercie.